Voilà, je pense qu'il faudrait donc diviser les Sénégalais en deux blocs. Et il ne faut pas oublier dans l'analyse que le peuple sénégalais est un peuple quand même qui n'est pas très alphabétisé à 100%. Il y a un taux d'analphabétisme qui est assez élevé. Il y a également un taux d'individus qui ne s'imprègnent pas vraiment de la chose économique, qui ne s'impliquent pas, qui ne connaissent pas. Et j'ai d'ailleurs même vu dans les écrits de Jean Tirole, qui a été le prix Nobel d'économie en 2014, quand les Français l'ont interpellé sur pourquoi vous, en tant que prix Nobel, vous n'avez pas eu à dire quelque chose pour régler les problèmes de la France, le chômage, la dette. Il a dit simplement qu'il est difficile aujourd'hui de parler à une population qui ne s'intéresse pas à la chose économique, à la science économique. Il faudrait que les Français, de plus en plus, s'intéressent à la science économique pour comprendre les mécanismes, afin que les politiciens aient le courage de prendre certaines décisions publiques. Parce que les politiciens donc, peinent à prendre des décisions impopulaires, parce que dans ce cas-là, les populations ne vont pas comprendre que peut-être ça va prendre dans 10 ou 15 ans, ce ne sera pas dans l'immédiat que les problèmes vont être résolus. Donc aujourd'hui, ce que les États font, c'est tout simplement du saupoudrage, c'est du cosmétique pour plaire à un électorat. Et la logique de la réélection est là. On peut donc tout simplement convaincre des populations. C'est le cas du Sénégal. Le président Macky Sall a joué, il a gagné. Comment il a joué? Il a donc convaincu certains Sénégalais par le fait de construire des infrastructures. Ils ont été intéressés par le TR, le train express régional. Il y en a qui ont été intéressés par Dakar Arena. Les lutteurs, vous avez vu que beaucoup de lutteurs ont soutenu le candidat Macky Sall parce qu'il a construit Dakar, l'arène nationale de Dakar. Vous avez d'autres Sénégalais qui également l'ont choisi parce que tout simplement il a pu quand même finir et inaugurer un aéroport dont la construction a duré finalement 10 ans. Ouais, donc il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Bon, je pense que chaque infrastructure construite dans un pays a une utilité certaine. Mais nous sommes des économistes et nous, notre cheval de bataille, notre credo, c'est le calcul et l'arbitrage. Ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire que quand j'ai 1 million que j'investis au niveau du maraîchage, au lieu d'investir ça au niveau peut-être de l'aviculture, je perds tout ce que j'aurais pu gagner en l'agriculture. Et si je mets ça dans l'agriculture, je perds tout ce que j'aurais dû gagner en mettant ça dans le maraîchage. Je dois donc faire un arbitrage, un calcul économique qui me dit entre l'agriculture et le maraîchage, quel est le projet qui me permettra tout simplement de gagner plus de bénéfices. Donc c'est ça le problème des choix d'investissement public. On fait un TR par exemple, alors que les populations auraient pu être mieux intéressées par la réhabilitation du chemin de fer. Parce que tout ceci nous ramène donc à ce que Lumumba disait et qui lui a coûté peut-être la vie. La main qui donne, la main qui dirige. Ce que disait Lumumba à l'époque, qui lui a coûté donc la vie peut-être, qui a créé des déconvenues sur le plan politique dans son pays, son élimination. Parce que la main qui donne, la main qui dirige, c'est ça la réalité. Vous avez aussi Thomas Sankara, qui dit que la logique de l'aide n'est pas une logique quand même qui est favorable. Parce que l'aide doit quand même être injectée là où elle nous permettra de nous passer de l'aide. L'aide doit nous aider à nous passer de l'aide. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on nous aide et on continue à nous aider. C'est qu'il y a du raté. Il y a forcément quelque chose qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Pour exemple, vous prenez des dettes. On se dit que vous allez pouvoir... avec cette dette-là, vous redresser, aller payer et dire merci, vous m'avez permis à me redresser, vous m'avez permis à ne plus vouloir de la dette. Mais vous partez dans le cadre du plan d'action prioritaire du PSE, le PAP 2014-2018, vous partez au groupe consultatif de Paris, on vous fait des engagements de crédit de 3 927 milliards, vous revenez dans votre pays, vous en absorbez 2056 milliards tous les 4 ans, et bizarrement, pour le PAP 2018-2022, vous repartez au groupe consultatif de Paris où on vous promet 7 356 milliards. Vous voyez que donc, l'aide ne nous a rien permis, ne nous a pas aidé quand même à nous passer de cette aide-là. Et ça continue. Exactement. Pourquoi? Parce que, et ceci, c'est tout l'enjeu de la phase 2 du PSE qui va venir dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est tout l'enjeu. Pourquoi? Parce que vous avez contracté 2056 milliards sur 3 927 milliards, parce que 3 927 milliards, c'était des engagements. C'est à vous de faire des projets pour absorber ces engagements-là, mais par rapport à une stratégie macro-prudentielle. C'est-à-dire,
essayez de faire attention aux critères de convergence de l'UEMOA. L'UEMOA dit que votre rythme d'endettement ne doit pas vous mener à avoir une dette qui soit supérieure à 70% du PIB. Peut-être que ceci, l'accumulation de ces choses-là ont fait que le Sénégal n'a pu absorber que 2056 milliards sur donc 3927 milliards. Mais vous observez 2056 milliards, vous injectez 6 000 milliards sur les 10 000 milliards qui étaient prévus dans le PAP et vous obtenez une croissance cumulée de 23%. C'est-à-dire, vous avez obtenu 4,2% en 2014, 5,6% en 2015, 6,2% en 2016, 7,1% en 2017. Sur les 4 ans, vous avez obtenu 23% de croissance cumulée. On sait qu'au Sénégal, le taux d'investissement, c'est autour de 28%. Vous faites le calcul économique, vous tombez sur une productivité de 18%. C'est-à-dire que la productivité a été très faible dans l'utilisation de cet argent-là. C'est normal qu'avec une productivité aussi faible et une croissance concernant une part importante d'intérêts étrangers qui n'est pas très inclusif, le gouvernement ait encore besoin de s'endetter. La capacité d'autofinancement de l'État est très faible parce que la productivité est faible. Aujourd'hui, donc, c'est ça la situation qui fait que l'État a encore besoin d'endettement et c'est tout l'enjeu maintenant des moteurs qui vont être choisis dans le cadre de la phase 2 du PS. Moi, je pense que également, il y a d'autres logiques, il faut le reconnaître, qui sont venues maintenant s'immiscer, voilà, qui sont venues infecter ou bien un peu avoir de l'incidence sur les décisions de vote des Sénégalais. Mais si on parle dans le sens global, Macky Sall a convaincu les Sénégalais à voter pour lui. Maintenant, il ne faut pas s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Parce que du moment que l'opposition accepte dans ces conditions-là où beaucoup de choses ont été, beaucoup de manquements ont été commis sur le fichier électoral, des individus qui n'arrivaient pas à avoir leur carte, des individus qui n'arrivaient pas à retirer leur carte, des changements de bureau de vote, hein, beaucoup de couacs qui existaient dans ce fichier électoral-là, le parrainage qui n'a pas été quand même très parfait comme loi. Si l'opposition accepte d'aller dans des élections dans ces conditions-là, nous, ce qu'on peut faire en tant que statisticien, en tant qu'économiste, c'est calculer juste ce que, tout simplement, ce fichier-là a donné après le vote. Et après le vote, on s'est rendu compte que même si, parce que moi j'ai fait partie des premiers Sénégalais qui, dès le départ, quand Boun Abdallah Dionne a donné ses résultats, j'ai cherché des PV et j'ai calculé, ça m'a donné presque 59% pour Macky Sall. Et j'avais déclaré que Macky Sall aurait été majoritairement, largement réélu par les Sénégalais. Parce que tout simplement, même si on prend toutes les critiques, c'est-à-dire tous les votes que les Sénégalais considèrent comme étant de votes ayant fait l'objet de fraude, ça fait dans les 211, 215 votes. Si vous enlevez ça, Macky Sall va tomber même sur 54%. Je pense que la victoire donc a été obtenue avant peut-être, mais le président de la République donc a obtenu une victoire. Il faut le lui reconnaître pour que l'opposition se reprépare pour les prochaines échéances, ne perde pas son temps, ses forces à faire des réclamations qui ne vont pas prospérer. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, dans le monde rural quand même, chaque Sénégalais, regardez bien, moi j'ai dit que vous prenez 40 milliards, vous distribuez ça à 400 000 familles. Mais 400 000 pères de famille dont vous vous décarcassez pour qu'ils obtiennent leur carte d'électeur. Ali Ngouille, il avait dit, je vais, tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall, je me chargerai pour qu'ils aient leur carte. Tous ces 400 000 pères de famille. Si chaque père de famille fait voter juste 3 personnes, ça fait 4 par père de famille. 4 fois 4, 1 600 000 votes. Vous voyez, donc déjà, sur les bourses sociales, vous prenez le PUDC, vous prenez le piment. Le président avait une stratégie bien ourdue dès le départ, qui fait qu'aujourd'hui, certains Sénégalais n'ont pas été convaincus par Ila Touba, parce que Ila Touba, c'était pour peut-être convaincre l'électorat mouride. Les mourides se sont dit que ce n'est pas un vrai mouride. C'est quelqu'un qui peut-être fait dans le clair-obscur, il veut vraiment nous amadouer comme ça, mais ce n'est pas un vrai mouride. Peut-être certains mourides ont jugé que le vrai mouride, peut-être c'est Idrissa Seck, et qu'il faudrait aller voter pour Idrissa Seck. Je pense que dans un pays, tout est urgence. Moi, je m'attends à ce que cela ne soit finalement qu'une stratégie présidentielle destinée à séduire un certain électorat permettant de gagner des élections. Mais tout ce que le PUDC fait en termes de forage, en termes de santé, ça peut être positif. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'un poste de santé construit à Ndoukoumane n'est pas un poste de santé qui n'a pas d'utilité. On ne peut pas dire qu'un forage creusé à Pétewarak n'est pas quand même un forage. Mais les latérites,
C'est là où j'ai fait ma critique. Oui. Les latérites, beaucoup de latérites, routes à base de latérites qui ont été pistes, qui ont été conçues, sont ensevelies maintenant. Il y a des milliards qui ont été. Je pense que si le Sénégal doit être émergent, il doit le faire de manière sûre, avec des constructions solides. Mais aujourd'hui, partout où le gouvernement est passé mettre des routes en latérite, il faudra repasser pour mettre la latérite avant de mettre les couches de bitume. Ce qui fait donc des pertes énormes. Donc il y a donc des côtés qui sont réussis et d'autres côtés qui ne sont pas réussis. Il y a beaucoup à redire dans ces programmes-là. Nous considérons que c'était des programmes destinés à permettre au président de régler des problèmes politiques, mais que dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, donc les correctifs vont être faits pour que le Sénégal emprunte quand même une voie beaucoup plus sûre pour aller vers l'émergence.